Merci d'assister à notre présentation. Donc aujourd'hui, on est là pour vous parler de mesures d'impact CO2 dans des projets numériques et plus précisément grâce à l'outil Code Carbone sur lequel on travaille avec Benoît. Donc, je suis Amine Savoni, je travaille pour Daily Trust en tant que data engineer. Donc on a commencé à travailler sur ce projet grâce à l'association Data for Good il y a quelques années. Et puis, on va vous présenter un petit peu à quoi peut servir la mesure de l'impact carbone. Donc, si tu peux passer. Donc, on va commencer par introduire un petit peu quel est l'impact environnemental du numérique qui va comporter le CO2, mais pas forcément que. Ensuite, on va essayer de déterminer d'où peut provenir le CO2 qui va être généré par le numérique. Avant de rentrer un peu plus en détail sur la proportion du CO2 qui vient du machine learning, car initialement, Code Carbone, c'est un outil qui a été développé pour des data scientists et practitioners du machine learning. On va vous faire une petite démo, une explication de comment fonctionne l'outil, avant de vous proposer quelques pistes de réduction, que ce soit côté ML ou pour d'autres usages, en vous présentant aussi d'autres initiatives qu'on trouve assez intéressantes en termes de réduction d'impact environnemental. Et ça commence tout de suite avec l'impact environnemental. Oui, donc déjà, pourquoi on vient vous parler d'impact environnemental du numérique? Et on va voir un peu aussi qu'est-ce qu'on peut mesurer de cet impact et comment on peut l'estimer. Et donc il y a un impact qui est lié à l'usage, c'est surtout ce dont on vous parlait parce que c'est ce que fait Code Carbone, donc quand vous faites des devs quand ils sont exécutés sur un serveur. Mais on va vous parler un peu de façon plus générale de l'impact, puisque finalement c'est aussi ça qui est important, la fabrication des devices, etc. Et on vous présentera aussi à la fin des pistes sur comment vous pouvez vous-même réduire en fait l'impact environnemental de vos devs. Et donc pourquoi on a besoin d'estimer ces émissions? Si on vous permet de faire des mesures avec Code Carbone, c'est que ça va vous permettre du coup de vous rendre compte est-ce que finalement ce que vous faites a un impact significatif ou pas, est-ce que donc, ça vaut le coup d'investir ou pas dans sa réduction. Ça peut être aussi pour remonter des chiffres à votre direction. Donc dans les grosses boîtes, elles sont obligées de fournir des rapports de responsabilité sociale environnementale chaque année, et du coup de pouvoir leur fournir des vrais chiffres plutôt que ce que ce soit eux qui fassent eux-mêmes des estimations, ça peut être une bonne chose. Et ça peut aussi être de répondre aux critiques de manière objective, parce que on voit beaucoup d'attaques sur le numérique en disant oui, arrêtez d'envoyer des photos de chatons et de supprimer vos mails, etc. Et c'est pas forcément là qui a le plus gros impact. Donc c'est intéressant de s'intéresser à la question pour être capable de dialoguer avec les personnes qui peuvent faire ce type de commentaires. Et donc voici un tableau qui n'est pas évident à lire, mais qui vous donne un peu, donc ça se lit plutôt, les 100% sont en vertical, donc dans chaque morceau, donc qui vous donne un peu la consommation du numérique et la répartition sur toute cette consommation. À la fois en termes de ressources, donc tout à droite, ça va être vraiment les ressources minérales, donc les matières premières qui vont être extraites de la terre pour fabriquer les devices. Que ce soit donc les utilisateurs, donc c'est les PC finaux, ou alors il y a les télés aussi, sont souvent inclus dans le numérique, on ne sait pas toujours. Et les serveurs informatiques, donc les data centers, et toute la partie réseau. Et donc on voit tout de suite que c'est quand même surtout côté utilisateur finalement qui a la plus grosse consommation, parce qu'évidemment un serveur ne sert pas à un seul utilisateur, mais il en sert des milliers. Donc c'est plutôt favorable du coup pour la partie data center. Et donc Code Carbone s'occupe surtout du coup des gaz à effet de serre. Donc on regroupe tous sous le mot carbone, mais en fait il y a différents gaz et ils n'ont pas tous le même impact, mais du coup on crée des équivalents CO2 pour que du coup on ait une métrique un peu unique. Et donc on va s'intéresser plus particulièrement à ces 15% d'émissions carbone. Et on vous donnera un peu plus tard des ordres de grandeur pour que vous compreniez un peu, vous faire un peu une idée de l'importance des chiffres. Et donc quand on dit qu'il n'y a pas seulement le CO2, c'est que le numérique, il faut aussi fabriquer les devices. Il y a quand même toute une partie, même si on parle de dématérialisation, il y a quand même toujours une partie matérielle et qui a des impacts réels, par exemple sur le travail des enfants. Alors c'est pas très joyeux, mais c'est la réalité. Il y a certains minerais qui sont quasiment extraits exclusivement par des enfants. Et à la fin de vie, à l'opposé, du coup, les devices se retrouvent souvent dans des décharges à ciel ouvert.
Donc, le mot de la fin, même si on n'est qu'au début, c'est vraiment de faire attention au matériel et de ne pas renouveler trop souvent pour éviter justement que le matériel, il faut le faire durer le plus longtemps possible. Donc petit disclaimer, on voit beaucoup de chiffres sur le numérique et donc là on a et donc c'est toujours des estimations et c'est pas facile de faire des estimations quand on essaye de le faire réellement, c'est vraiment pas évident. Donc les chiffres qu'on vous montre, ils sont à prendre avec des pincettes, ou en tout cas en sachant que c'est un peu donner des ordres de grandeur, mais même même en termes d'ordre de grandeur, il y a des gros écarts. Ici, c'est un graphique qui résume les différentes estimations qu'il y a pu avoir uniquement sur le streaming vidéo, d'une demi-heure de streaming de vidéo. Et donc les premières estimations du Shift Project donnaient presque 2 kg finalement pour une demi-heure de vidéo, 2 kg de CO2. Et alors que quand ils ont refait les estimations, ils descendaient à 0,2 kg, donc on est vraiment beaucoup plus petit. Et puis il y a l'Agence internationale de l'énergie qui a fait d'autres estimations et ils arrivent plutôt à 18 grammes. Donc on voit qu'entre 18 grammes et 1600 grammes finalement pour les premières estimations, on a vraiment des écarts énormes. Donc il faut vraiment toujours questionner les chiffres et aller regarder un peu la méthodologie. Et par exemple, si on prend les émissions de CO2, c'est beaucoup lié aussi finalement à la façon dont est fabriquée l'électricité, on vous en reparlera. Mais donc si on prend la pire condition de fabrication d'électricité et puis le pire encodage vidéo, on n'aura pas du tout les mêmes chiffres que si on prend l'électricité verte et un super algo d'encodage vidéo. Enfin bref, c'est pour vous dire que les chiffres sont toujours questionnables. Et donc comment on obtient l'impact environnemental de la consommation électrique? Il y a un outil sympa qui s'appelle Electricity Map, qui du coup est en ligne et qui vous permet de voir en temps réel la production d'électricité des différents pays, est-ce qu'ils importent l'électricité ou est-ce qu'ils l'exportent? Et on peut voir aussi la répartition de cette électricité dans les dernières 24 heures. Donc par exemple, si on clique sur l'Allemagne, on voit qu'en ce moment, l'intensité carbone, on appelle ça la 350 grammes, ça veut dire qu'il y a 350 grammes de carbone qui est émis dans l'atmosphère pour produire 1 kW d'électricité. Et du coup, on voit que cet impact carbone, il est 350 parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de soleil, comme vous avez pu le constater dehors. Et par contre, on voit ici, sur les dernières 24 heures, du coup, là, on est tout à droite du graphique. Donc, on voit que c'est là où le soleil, là, en orange, est le maximum. Mais on voit évidemment que quand c'est la nuit, il n'y a pas de soleil. Donc, on consomme beaucoup de gaz, pour ce qui est le cas de l'Allemagne. Et si on vient sur la France, on voit que le chiffre est beaucoup plus petit, 54 grammes, parce que c'est l'énergie nucléaire. Alors après, il y a des pour et des contre au nucléaire, mais par contre, ça émet très très peu de CO2, qu'il fasse jour ou nuit. Ce qui n'empêche pas de devoir développer les énergies renouvelables. Mais voilà, ça vous montre déjà qu'un premier moyen d'agir sur l'empreinte carbone finalement de vos codes, c'est si vous mettez vos serveurs en Pologne, c'est pas forcément le meilleur choix. Il vaut mieux les laisser en France si vous pouvez. Et donc dans le code carbone, on va exploiter ces données justement d'intensité carbone qu'il y a dans les différents pays pour pouvoir faire des estimations justement en fonction de la consommation électrique de votre code. Et donc on y reviendra. Donc voilà quelques ordres de grandeur. Je vous ai mis à droite, c'est l'empreinte carbone d'un Français, et donc un Français moyen du coup, donc c'est pareil, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça a le mérite de poser quand même des chiffres. Et ce que je vous ai encadré en rouge, c'est finalement ce dont on va parler aujourd'hui, donc l'empreinte carbone du numérique. Et donc on voit que déjà c'est quand même très petit dans l'empreinte carbone d'un Français. Tout de suite, on voit que par rapport au transport comme la voiture ou l'avion, ou même la consommation de viande, le numérique est vraiment petit. Alors après, il faut savoir que l'empreinte carbone d'un Français, on la voit ici, c'est quasiment 10 tonnes par an. Et pour être soutenable, il faudrait que ce soit 2 tonnes. Donc il faut que ce soit divisé par 5. Et donc si on divise tout par 5 et qu'on garde la même empreinte numérique, au final, le numérique finit par représenter 20% de l'empreinte carbone. Donc c'est pour ça que ça vaut quand même le coup de s'y intéresser, parce qu'il faut que tout le monde fasse un peu sa part dans la réduction. Et comme nous, on est des ouvriers du numérique, on peut agir sur le numérique. Mais il est clair que si vous prenez la voiture tous les matins pour aller bosser, c'est peut-être plus là-dessus qu'il faut jouer que sur réduire
l'empreinte carbone de votre code. Et alors pour donner un peu des chiffres sur ce que c'est la consommation électrique, voilà, un PC gaming, donc un PC fixe de dev avec un GPU ou pour jouer, on va dire que ça consomme à peu près 250-300 watts. Et si on laisse allumer toute l'année en estimant que, voilà, on va dire que ça peut être aussi la consommation moyenne d'un petit serveur, on va être sur 300 euros d'électricité, à peu près un peu plus de 2 kW par an. Donc ça vous donne une idée que, voilà, de ce qu'est... non, 2000 kWh, sinon c'est pas beaucoup. Voilà, 2000 kWh et ça coûte 300 euros au prix actuel de l'électricité et ça représente 155 kg de CO2. Et donc je vous ai mis aussi des comparaisons. Du coup, si on laisse allumer ce PC pendant 1 heure, avec l'électricité française, c'est à peu près 17 grammes de CO2. Et 10 grammes, c'est ce qu'on estime comme étant l'empreinte carbone d'une feuille de papier, par exemple. Et 1 km en voiture, ça va être tout de suite 100 grammes de CO2. Donc en 1 heure, vous faites beaucoup plus qu'1 km en voiture. Donc voilà, ça n'a rien à voir en termes d'ordre de grandeur. Et un aller-retour Paris-New York, voilà, on parle de 2 tonnes. Donc là, on parle en tonnes, alors que le chiffre d'avant, il est en grammes. Et même sur l'année complète, on est en kilos. Donc ça vous donne un peu une idée de comment situer les choses. Et voilà, donc l'empreinte carbone d'un humain, je vous l'ai mis. Et alors pour dire qu'est-ce que ça a comme impact le CO2, alors c'est dur de dire qu'il fait chaud à cause du CO2, mais par exemple, il y en a qui ont fait des estimations pour dire que 1 kg de CO2, ça correspond à, ça va faire fondre 15 kg de glace. Donc il y a de 15 kg de glacier qui va disparaître à chaque kilo de CO2 qu'on émet. Donc heureusement qu'il y a beaucoup de tonnes de glace, mais on voit que ça va forcément diminuer. Donc voilà, un aller-retour Paris-New York, finalement, ça fait 30 tonnes de glaciers qui disparaissent. Et je vais laisser Amine continuer du coup sur la partie plus informatique, qui est la partie machine learning. Effectivement, oui. Donc, comme on l'a dit, nous on s'est intéressé à ce prisme d'abord par le machine learning. Pour 2 raisons, c'est que ces dernières années, elles ont vu l'usage et la taille des modèles augmenter largement. Donc vous avez sur la droite une table qui va vous représenter sur la dernière ligne le coût en équivalent carbone de l'entraînement d'un algorithme assez basique. Donc c'était aux années 2019, l'année 2019. Depuis, on a des modèles qui ont augmenté en taille et en complexité. Des modèles toujours basés sur les transformers. On voit que c'est des chiffres qui sont vraiment pas négligeables. La tendance fait que, soit par l'usage, soit par la complexité de ces modèles, on va augmenter ces chiffres-là d'équivalent carbone qui vont être émis suite à l'entraînement des algorithmes. Ça montre qu'il y a une nécessité un petit peu de mesurer quels sont les impacts carbone de nos activités, spécialement en machine learning, pour 2 choses. Pour stimuler la sobriété, on peut très bien réussir à faire fonctionner des applications qui embarquent du machine learning avec des algos qui sont un peu moins gourmands. Et pour stimuler aussi la simplicité de ces algos, ce qui n'a pas que des vertus environnementales, ça a des vertus en termes d'explicabilité et d'interprétabilité. Moins on a des modèles complexes avec moins de couches, plus on est capable d'interpréter quelles sont les décisions qui sont produites par ces algorithmes. Et du coup, Yoshua Bengio, qui est un des initiateurs du projet, lui en tête, ce qu'il avait en tête quand il a décidé de lancer le projet Code Carbone, c'était que les data scientists devaient être capables d'assurer la mesure des activités qu'ils font au sein des entreprises, avec un but bien précis, c'est de pouvoir, en gros, redonner la responsabilité de ces activités aux entreprises qui les mettent en œuvre. Tout ça, ça a un but, c'est de pouvoir faire en sorte que la société puisse être compensée par ces activités qui ont un vrai impact environnemental et social, sociétal, pour globaliser. Tout ça par un mécanisme financier qui est les taxes pigouviennes. C'est des taxes très simplement qui visent à compenser l'impact sociétal de l'activité de l'entreprise vis-à-vis de la société. Alors, un exemple qui a été mis en œuvre il y a quelques années, c'est la taxe carbone sur la consommation d'essence et de fuel. Bon, ça n'a pas exactement été le but le but n'a pas été totalement accompli avec la taxe carbone. Cependant, je pense qu'on peut arriver à ces mécanismes de compensation pour limiter l'usage et l'explosion de taille et de complexité des modèles de machine learning qui sinon ne cesseraient de croître. Donc, si on fait une petite étude de cas rapide sur des modèles qui sont très utilisés actuellement, donc on a les modèles GPT dont les premiers avaient des architectures qui étaient, on va dire,
encore simples. Le premier, il a l'équivalent d'1 milliard de paramètres au sein de son architecture. On voit que depuis les dernières générations, on est arrivé à plus de 100 milliards pour GPT-3. GPT-4, on n'a pas exactement les chiffres qui ont été publiés par OpenAI. Par contre, on voit que la tendance, elle est vraiment à la hausse. Cet algo GPT-3 a été entraîné, donc on a des estimations sur l'énergie qui a été consommée. La même architecture a été entraînée par le workshop Big Science, ce qui a donné le modèle Bloom, donc notamment entraîné par les équipes de Hugging Face. Et eux ont fait une analyse un petit peu plus poussée du bilan de l'énergie consommée et du coup de l'équivalent carbone. Si on compare les deux, donc on voit qu'on est à peu près à 1280 mégawattheures d'énergie consommée pour l'entraînement de GPT-3 versus 433 mégawattheures pour celui de Bloom. Ce qui va revenir au final, en prenant en compte la source de l'énergie qui a été utilisée, à peu près 550 tonnes de CO2 qui a été produite pour l'entraînement de GPT-3 versus une trentaine de tonnes pour l'entraînement de Bloom qui a été fait dans un data center français, donc le supercalculateur Jean Zay, avec une énergie dont la source était un peu plus propre que celle des data centers d'OpenAI. Du coup, pareil, si on essaie d'évaluer en termes de consommation électrique ce que ça représente, l'entraînement de GPT-3, ça a été la consommation de 270 familles américaines pendant 1 an. Et ça équivaut à 200 allers-retours Paris-New York pour simplement l'entraînement du modèle de base. Sachant que derrière, on a tous les utilisateurs qui ont pu fine-tuner cet algorithme via leur plateforme par OpenAI. On voit que l'impact, rien qu'à l'entraînement, il est déjà assez grand. Ensuite, on va avoir une autre phase d'utilisation de l'algorithme qui va être à l'inférence, à l'utilisation. Si tu peux passer slide. On va avoir d'autres données. Donc cette fois-ci, les données sont vraiment pas du tout disponibles côté OpenAI parce qu'on n'a aucune idée de quelle était l'utilisation de GPT-3. Par contre, côté Bloom, ils ont approfondi leur étude. Donc, ils ont trouvé que pour la phase d'entraînement, sans prendre en compte la correction de la source de l'énergie par l'efficacité énergétique du data center, ça revenait à 25 tonnes de CO2, en équivalent CO2 pour la phase d'entraînement. Et pour une phase d'utilisation qui a duré 2 semaines, le temps de leur étude, ils ont trouvé exactement la même quantité d'équivalent carbone émise pour 2 semaines d'utilisation. Alors, il faut expliquer un petit peu le contexte. Eux, ils l'ont mis en libre service de manière gratuite sur le site Hugging Face. Donc, il y a beaucoup d'utilisateurs qui se sont connectés pour utiliser l'algorithme Bloom à ce moment-là. Mais on voit qu'en 2 semaines, ils sont arrivés à peu près à la même consommation et du coup au même impact carbone que pendant toute la phase d'entraînement qui a duré plusieurs mois sur cet algorithme-ci. Et ils donnent du coup dans leur étude la décomposition en fonction des infrastructures, des différentes phases d'utilisation à l'inférence, donc chargement des modèles. Si vous voulez jeter un œil, c'est très intéressant. Voilà, donc ça c'était pour la partie étude de cas. Maintenant, on va essayer de vous expliquer comment on peut faire cette mesure et comment on va pouvoir derrière donner un équivalent carbone donc, grâce au mix énergétique. Si on veut mesurer la consommation électrique d'un serveur, on va essayer de sommer la consommation électrique de tous ses composants. Donc ça va commencer par la mesure de la consommation et de la puissance du CPU. Donc pour ça, on a plusieurs méthodes. On peut utiliser soit des interfaces RAPL qui sont disponibles et directement alimentées par le noyau sur les systèmes Unix. Sur d'autres systèmes d'exploitation, comme Mac ou Windows, on va trouver un logiciel qui s'appelle Intel Power Gadget, qui soit va aller chercher l'information quand elle est disponible et exposée par le système d'exploitation, soit donner des estimations, étant donné qu'eux, ils ont instrumenté et équipé pas mal de machines, et ils ont des approximations et des modélisations qui permettent de déterminer la consommation électrique de chaque puce qu'ils ont produite. Et même pour les processeurs AMD, ils proposent des estimations assez pertinentes. Il y a d'autres moyens de récupérer cette consommation électrique si on n'a pas ces 2 interfaces qui sont disponibles. On peut l'estimer grâce à une valeur qui est fixée au moment de la construction de la puce. Donc elle va être différente pour chaque puce que vous utilisez. C'est la valeur de Thermal Design Power. Donc comme vous le voyez sur le graphique, en gros, en fonction du taux d'utilisation du CPU, on va retrouver une valeur de consommation qui va être quasiment linéaire. Donc là c'est plutôt logarithmique pour les puces de type M1.
Mais en gros, ça nous donne une bonne approximation de quelle sera la consommation en joules si on multiplie le taux d'utilisation par la valeur de TDP qui, elle, est affichée au moment où on fabrique la puce. Donc tout ça, ça nous donne des informations sur le CPU. L'interface RAPL, elle permet également d'avoir de la consommation électrique de la RAM, qui est disponible via les fichiers RAPL. Et dans le cas où on n'a pas cette interface-ci, on utilise dans Code Carbone, mais d'autres logiciels le font aussi, des approximations qui sont assez, on va dire, bonnes pour pouvoir estimer la consommation électrique de la RAM. On va pouvoir passer maintenant au GPU, où là c'est quand même un peu plus simple, parce que les GPU NVIDIA et d'autres fabricants proposent des interfaces beaucoup plus simples à utiliser. Donc via NVIDIA SMI, vous pouvez avoir la consommation en temps réel, la puissance consommée par le GPU en temps réel, via cette interface NVIDIA SMI ou via des librairies typiquement en Python, PyNVML, vous permet de récupérer les valeurs de consommation électrique directement en demandant au GPU. Ce qui fait qu'on va pouvoir traquer cette consommation-ci tout au long d'une charge de travail pour en déterminer derrière quelle sera la consommation totale et l'impact carbone en fonction du mix énergétique, de la source d'électricité qui alimente ce hardware. Voilà, donc tout ça, c'est des éléments qui nous ont permis de construire des outils. Et puis je vais laisser Benoît vous en parler. Alors le premier outil a été développé en 2019 du coup par l'équipe de Joshua Benjo à l'université de Mila. Et c'était juste un simulateur en fait où c'était une interface en ligne qui existe toujours, hein, où vous pouvez dire quel type de GPU vous avez utilisé, pendant combien de temps et quel était du coup dans quel pays. Et comme ça, il a une base de données des émissions par pays et ça vous donnait une estimation. Et en 2020, ils ont voulu aller plus loin et c'est là qu'ils ont créé Code Carbone, du coup, qui est un package Python qui cible principalement les data scientists, mais que vous pouvez utiliser dans n'importe quel outil dev qui utilise Python, ou même pour monitorer des processus qui sont faits en n'importe quel langage. Parce qu'il y a je vous le montrerai tout à l'heure, voilà, il y a un outil en ligne de commande qui permet de le faire. Et donc Code Carbone, comme Lamine le disait, il va utiliser différentes API pour récupérer la consommation électrique. Et il va utiliser donc soit une base de données, soit des API pour récupérer en temps réel l'intensité carbone, suivant la localisation du coup du traitement, et estimer du coup les émissions de CO2. Et donc en termes d'architecture, donc sur la droite, vous trouvez, du coup, ça va être votre application finalement que vous allez instrumentaliser avec Code Carbone. Et donc vous pouvez, ça peut fonctionner complètement offline et vous donner un fichier CSV en sortie où il y a d'autres types de sorties qui sont possibles. Ou alors vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on a développé avec Amine l'année dernière, utiliser une API. Donc on a mis, il y a une API en ligne qui est hébergée chez Clever Cloud qu'on remercie, et qui permet de remonter du coup les infos de consommation et de pouvoir agréger ces consommations par projet, par équipe, par entité. Donc on stocke tout ça dans une base de données et il y a un dashboard en ligne qui permet de l'afficher. Donc on a Code Carbone, le projet du coup existe depuis quelques années et il y a eu 45 contributeurs en tout sur le projet. Il y a à peu près 20 000 téléchargements par mois sur PyPy et c'est disponible aussi sur Conda. Et donc les utilisateurs principaux, il y a Hugging Face qui l'ont intégré, c'est comme ça que sur le hub, vous pouvez voir les émissions de CO2 des modèles ici. Il y a CometML, du coup, qui est un outil qui permet de suivre vos entraînements de machine learning. Il y a Equimetrix qui ont fait récemment un outil qui fait un chat GPT sur les rapports du GIEC, par exemple. Et il y a l'Université de Mila. Il y a Big Science, du coup, qui ont utilisé pour du coup, avoir les données que vous présentez à Amine. Du coup, c'est Code Carbone qui a été utilisé. Et voilà, je vais avoir l'honneur de vous faire une démo. Donc, on a... je vais vous présenter le package, l'utilisation. Du coup, je vous montre dans un notebook. Et donc là, je vous le montre sur la plateforme Onyxia, qui est une plateforme de l'INSEE, qui permet de créer des instances de machine learning très facilement. Et donc, j'ai créé par exemple une instance avec GPU. Et on va installer Code Carbone dessus
Donc il y a juste le pip install code carbone. Et ensuite, vous importez le package. Et on va lancer, donc on instancie le tracker, emission tracker, et donc on a aussi un offline emission tracker si vous avez une machine qui n'est pas du tout connectée à Internet. Et on démarre le tracking, et là vous voyez dans les logs ce que fait Code Carbone. Du coup, il a repéré par exemple qu'il y avait des GPU NVIDIA, il vous dit qu'il y a 2 GPU, il vous dit quel type de GPU, il dit quel CPU il a trouvé, et il vous dit aussi, warning, qu'il n'a pas réussi à localiser du coup géographiquement l'instance du cloud. Donc ça, je ne sais pas pourquoi, c'est un problème qu'il faut regarder, mais normalement, il vous dit, bah, vous êtes à tel endroit, et donc il prend l'intensité carbone du pays. Et il commence à travailler, et donc on peut faire un super calcul de machine learning en le faisant compter de 1 à 10. Et donc à chaque fois, en fait, régulièrement, du coup, il y a un scheduler en fait dans le package Python qui fait qu'il va se réveiller toutes les 10 secondes, par exemple, pour faire la mesure. Donc il va interroger les API du GPU et du CPU pour savoir combien de joules ont été consommés depuis la dernière interrogation, et il fait la différence en le divisant par le temps écoulé pour avoir l'énergie consommée ou la puissance, et donc c'est comme ça. Alors là, on voit la RAM, parce que là, il voit j'ai pas mis le mode process, du coup, il voit toute la RAM de tout le cluster, donc il estime que la consommation est très importante. Donc on a aussi des modes justement pour dire, est-ce qu'on veut mesurer toute la machine, ou est-ce qu'on veut mesurer uniquement le process en cours d'exécution. Et on voit la consommation du GPU, la consommation estimée pour le CPU, et à la fin, il nous donne les grammes de CO2 qu'on a consommés. Alors, je ne vais pas laisser tourner très longtemps, parce que là, du coup, on n'est même pas à 1 gramme. Et à la fin, donc, vous pouvez récupérer manuellement, comme ça, la zone qui a été trouvée. On a quelques métriques, on connaît la version de code carbone utilisée, le modèle de CPU, de GPU, et on vous donne les infos d'émissions en termes de CO2 et la consommation électrique, ce genre de choses. Et ces données peuvent aussi être exportées directement dans certains formats de log de plateforme cloud. On peut mettre aussi des webhooks pour remonter directement à un serveur d'API que vous feriez vous-même, ou ça peut être envoyé à l'API Code Carbone. Et si on veut... Alors, est-ce que ça marche encore? On peut aussi utiliser Code Carbone Monitor, du coup, si on a le... Alors, si je rouvre... Ah si, c'est bon, il est encore là. Code Carbone Monitor, c'est du coup la version où si vous avez développé une appli en Rust, ou là par exemple je suis sur un serveur où c'est un outil de chat qui a été développé qui utilise des modèles en C++, et du coup on peut lancer Code Carbone Monitor, et error à ma avis. Donc je pense que l'instance a été tuée, donc on fait Code Carbone init pour qu'il s'enregistre auprès de l'API. Et monitor. Et donc là, il n'y a pas de GPU sur cette instance, et du coup, il va pouvoir monitorer, et si on utilise l'application, du coup, on peut Donc là, c'est un outil, c'est un gros modèle de langage qui s'exécute sur CPU, du coup, il met à peu près 6 minutes à répondre, et donc, pendant ce temps-là, Code Carbone va monitorer. Et donc, je peux vous montrer, sans attendre le résultat, on peut regarder du coup le dashboard. Donc, il y a un dashboard en ligne qui est public. Ça fait partie des développements qui restent à faire si vous avez envie de contribuer à Code Carbone, de sécuriser le dashboard pour avoir des comptes utilisateurs. Donc, il faut savoir que si vous utilisez l'API de Code Carbone, pour l'instant, toutes les données sont publiques. Et donc, cette interface permet d'avoir différentes organisations. Dans ces organisations, on peut choisir différents projets. Et on va voir pour ces projets, du coup, on donne des données agrégées. Et on va avoir ici, vous savez, les différentes expérimentations. Par exemple, on a séparé l'expérimentation de 2 serveurs différents. Vous pouvez cliquer dessus et retrouver, du coup, aller regarder, tiens, c'est telle exécution qui m'intéresse. Alors, il y aurait évidemment des améliorations à apporter pour que ce soit plus facile. Mais ça vous permet de consulter comme ça les données. On affiche du coup, le graphe de consommation de cette exécution.
Et on a une carte du monde qui vous redonne ce qu'on voyait un peu sur Electricity Map, sauf que là, ça vous donne la moyenne annuelle. Donc ça permet de lisser un peu les données et de voir voilà, l'intensité carbone de la France, là, qu'on prend du coup de 55 grammes, et vous avez l'Allemagne à côté, voilà, à 300 grammes. Et vous pouvez voir aussi les émissions de votre projet réparties géographiquement. Mais bon, évidemment, dans notre cas, ce n'est pas très probant. Voilà un peu, je pense que j'ai fait le tour pour la démo. Et je laisse Amine vous parler un peu des cas d'usage possibles. Voilà, donc au cours de nos travaux sur cet outil, on a vu plusieurs moyens d'utiliser Code Carbone. Donc, que ce soit que cet outil-ci, on va vous en présenter un autre, qui on pense a le même genre de moyens d'utiliser ces mesures. Dans un premier temps, encore une fois, c'était pour travailler avec des data scientists. Ça permet de faire de l'optimisation d'expérimentation de machine learning. Étant donné qu'on peut considérer que l'impact carbone peut être une métrique de performance comme une autre, si on voit que pour plusieurs algos, on a des métriques de précision qui sont similaires, on peut se baser sur l'impact carbone de l'entraînement de cet algo pour dire on va plutôt préférer celui-ci, celui qui a l'impact le plus faible à l'autre. Donc c'est un moyen d'utiliser Code Carbone. On peut aussi l'utiliser pour faire du choix d'infrastructure. Donc on peut déjà a priori connaître l'impact environnemental d'un data center si les données qu'il publie permettent de comprendre quelle sera sa performance énergétique. Si on n'a pas cette information-ci, on peut utiliser Code Carbone pour faire des tests sur plusieurs régions, plusieurs zones d'un cloud provider pour déterminer où est-ce qu'une charge de travail serait la plus, en tout cas aurait l'impact carbone le plus faible. Et du coup, en utilisant l'API qu'on propose ou en montant votre propre serveur d'API, on peut aussi imaginer avoir une comptabilité de l'impact carbone au sein d'une même entreprise. Il y a plusieurs axes d'agrégation, donc que ce soit par équipe, par projet ou par type d'expérimentation. Il est possible de sommer toutes ces données-ci et ça permet de suivre un petit peu au global sur un département, que ce soit data science ou développement plus classique. Développement web par exemple, quels sont les impacts des serveurs qui sont mobilisés pour faire tourner les applications. Et derrière, on en a retenu quelques pistes de réduction, quelques opportunités qui permettent de diminuer son impact. Il y en a de plusieurs types. Côté hardware, donc on l'a déjà dit, mais en gros, ça permet d'aider au choix de la zone géographique. Ça va donner un paramètre supplémentaire si on a la possibilité de déplacer soit ses données, soit ses charges de travail. Ça va aussi nous motiver à travailler plutôt sur GPU que sur CPU, quand c'est possible, quand on peut faire la parisation de ces charges de travail sur GPU, typiquement pour du machine learning. Sur les aspects de sobriété, ça nous permet aussi de répondre à la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce projet? Si on se rend compte que réentraîner un modèle comme GPT-3, l'architecture GPT-3 qu'on a vu tout à l'heure, on peut se demander, est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire ou est-ce qu'on ne peut pas plutôt choisir un modèle qui existe déjà pour faire le travail à notre place? On peut aussi arrêter les optimisations, ça c'est encore vrai, encore une fois vrai pour le machine learning, avant d'arriver aux performances optimales. On peut se dire que à un certain moment, on a des performances qui sont satisfaisantes, pas besoin d'aller au-delà, pas besoin de, on va dire, consommer l'électricité pour un usage qui ne sera pas forcément critique. Ensuite, du point de vue du machine learning, encore une fois, on peut utiliser des modèles qui sont déjà préexistants, quitte à les refine-tuner plutôt que de les entraîner de base avec une architecture qu'on connaît et qu'on sait qui a pu faire ses preuves. On peut aussi choisir d'autres types d'optimisation. Donc là, c'est vraiment pour quand on va essayer de trouver les paramètres, les hyperparamètres des modèles de machine learning qu'on utilise, préférer des optimisations de type bayésienne plutôt que des grid search un peu brutaux qui vont aller parcourir un espace de dimension assez grand. Et enfin, ça nous permet aussi de vous dire qu'il y a la phase de pruning des modèles, une fois que le modèle a été entraîné, permet d'optimiser la phase d'inférence. Donc à la phase d'utilisation, on l'a vu, elle est extrêmement consommatrice d'électricité. Faire cette optimisation de pruning, donc de réduire toutes les parties du modèle qui ne sont pas utiles, ça permet de consommer un petit peu moins d'électricité. Et globalement, en fait, on s'est rendu compte que
il y a un proxy qui est assez intéressant. Si on essaie de réduire les coûts d'opération d'un modèle de machine learning, on va par là même réduire les coûts en termes d'impact environnemental. Voilà. Après, donc, il faut évidemment réfléchir et ne pas faire trop d'optimisation, parce que si on réduit l'impact carbone d'un projet, quitte à proposer un service un peu moins intéressant, bah, c'est peut-être que les utilisateurs vont aller consommer de l'électricité et donc avoir un impact carbone au-delà. L'idée, c'est qu'il ne faut pas remplacer tout ce qui est fait sur nos serveurs, qui, on l'a vu, ont quand même des performances énergétiques intéressantes. Il ne faut pas remplacer cet usage par quelque chose qui va être déporté sur les machines des clients qui, elles, vont devoir être changées plus souvent, qui sont un peu moins optimisées pour un usage intensif. Et du coup, voilà, il faut faire attention à ne pas faire trop d'optimisation et garder, en gros, les réductions qu'on souhaite en surveillant ces consommations adaptées à nos usages. Donc ça, c'était pour les pistes qu'on vous recommande, nous. Après, il y a d'autres outils qui existent, notamment un outil qui est développé par un des contributeurs au projet Boavista. Donc l'outil là en question, c'est Scaphandre, qui est notamment développé par Benoît Petit, qui permet de faire de la mesure à un autre niveau. Là où Code Carbone, on a un petit peu de mal à fonctionner, c'est dans des environnements très virtualisés. Scaphandre, lui, il va être plus spécifique à ces outils-ci. On va installer un agent global sur un hyperviseur qui va permettre de déployer des agents un peu plus discrets sur les VM. Cet agent va récupérer la consommation électrique qui est sur chaque VM, donc qui correspond à un applicatif ou à une base de données. Il va récupérer les informations, les placer sur un volume partagé entre toutes les VM, et ce qui va permettre la remontée des informations à l'hyperviseur, qui va proposer ces données-là dans un serveur Prometheus, sur lequel typiquement une interface Grafana pourra venir se plugger. Ça vous permet de monitorer la consommation électrique de toute une infrastructure basée sur un hyperviseur. Ça fonctionne avec KVM. Je pense que ça fonctionnerait également dans d'autres types de virtualisation. En tout cas, cet outil, il est très complet et on aime bien les gens qui développent. C'est intéressant. Et enfin, un dernier cas d'usage que je vais laisser Benoît présenter. Oui, c'est un peu plus pour vous donner de la perspective de qu'est-ce qu'on peut faire de ces métriques une fois qu'on a ces chiffres. Il y a des sites qui ont poussé la réflexion un peu plus loin en adaptant en fait le site en fonction de l'intensité carbone de l'électricité. Donc quand vous avez un client qui arrive sur le site va regarder est-ce que il y a le plein soleil et du coup on a beaucoup d'électricité verte et donc on peut afficher un site avec des images, etc. Et inversement, si on est en pleine nuit et que l'électricité est produite avec du charbon, ils vont lui servir un site hyper allégé avec quasiment pas d'images. Donc il y en a qui commencent à amorcer ce type de réflexion. Il y a aussi des sites, il y a un site d'un magazine qui s'appelle le Low Tech Magazine, où lui, il héberge le site, tourne sur un Raspberry qui est alimenté par une batterie qui est rechargée par un panneau solaire et qui a pris la plus petite taille de panneau solaire pour que ça marche à peu près. Et donc, s'il n'y a pas eu assez de soleil, qu'il y a plusieurs jours, donc c'est à Barcelone quand même, hein. Mais s'il y a plusieurs jours de mauvais temps, du coup, le site, il est down. Et il faut attendre que le soleil revienne pour que le site refonctionne. Et finalement, il a quand même un taux de dispo de 95%, donc ce qui n'est pas si mauvais que ça. Du coup, sans avoir besoin de backup et de haute dispo, etc. Donc, c'est aussi un moyen d'éduquer finalement les utilisateurs au fait que, oui, il y a des moments où on peut réduire le service qui leur est donné. Donc, je trouve ça intéressant. Et alors, pour reprendre un peu plus un aspect dev, ça peut être aussi quand vous faites tourner des traitements batch, de se dire qu'habituellement, les batchs, on les fait tourner la nuit, mais pourquoi pas finalement les faire tourner au moment où il y a plus de soleil et où l'électricité, du coup, est la plus verte. Et même si au moment où les énergies renouvelables vont être de plus en plus développées, il y a des moments où finalement, on produira peut-être trop d'énergie. Et c'est à ce moment-là que ce sera mieux de la consommer finalement pour des traitements batch. Et voilà, donc il y a des réflexions comme ça qui arrivent sur aussi le réseau électrique intelligent, entre guillemets, pour que justement adapter les consommations électriques aux usages. Donc je trouve des réflexions intéressantes pour l'avenir, puisque du coup on va sûrement arriver à des moments où l'électricité, même le tarif de l'électricité va être beaucoup plus fluctuant et en temps réel en fonction de ce qui est réellement produit et de la facilité de le produire. Donc à ce moment-là, on aura sûrement besoin d'adapter nos infrastructures pour fonctionner de cette façon-là.
Je vous ai mis les liens du coup Code Carbone. Il y a un site web. Le code source est sur GitHub. N'hésitez pas du coup à utiliser le projet et à remonter des issues. Il y a une documentation qui est en ligne. On a une chaîne YouTube toute neuve où il n'y a pas encore grand-chose, mais il y a déjà quelques présentations. Et vous pouvez venir chatter avec nous sur Gitter si vous avez des questions. Et voilà, n'oubliez pas le sondage. Et est-ce que vous avez des questions? Ah oui, et si vous aimez l'aspect environnemental, demain à 16h20, il y a une autre présentation qui du coup est plus orientée côté site web, alors que nous, c'était plus côté serveur. Donc c'est complémentaire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, ok. Bonjour, merci beaucoup pour ce talk, c'était intéressant. Moi, j'avais une question par rapport à l'implémentation de Code Carbone. Vous l'avez mis à chaque fois dans le code. J'ai l'impression, peut-être que j'ai mal compris, que ça reste indépendant vu que ça mesure directement la machine. Qu'est-ce qui empêcherait de faire un binaire à côté qui permet de mesurer et de le démarrer et de le stopper? Du coup, c'est Code Carbone Monitor qui permet effectivement d'être lancé à côté d'un autre projet qui répond à ce besoin-là, qui du coup est un outil en ligne de commande qu'on peut lancer. L'intérêt du coup d'avoir ce tracker qui est déclaré dans le code, c'est qu'on va pouvoir un petit peu séparer les usages. Typiquement, on peut imaginer avoir une phase d'entraînement d'un modèle et une deuxième phase qui va être plutôt une phase d'évaluation. On va allumer le tracker une première fois à la phase d'entraînement pour mesurer et donc taguer toute la phase d'entraînement, ce qui va permettre d'avoir la valeur pour cette phase d'entraînement-ci. Et l'éteindre le tracker, en rallumer un autre avec un autre nom, et on va pouvoir taguer la phase d'évaluation de ce modèle, ce qui nous permettra de différencier les deux valeurs. Merci. Oui, merci. Je rejoins sur la présentation qui était super intéressante. Et moi, il y a un truc qui m'a un petit peu laissé sur ma faim, même si je sais que ce n'est pas votre objectif à vous, mais quand on donne les ordres de grandeur de l'impact du numérique, on a l'impression que ce n'est pas si important comme ça, parce qu'on considère souvent que les impacts liés au scope 1 et 2, qui sont un petit peu sur lesquels vous avez travaillé, alors qu'en fait, on sait que c'est souvent les impacts du scope 3 qui sont les plus importants, et les ordres de grandeur, on ne les connaît pas trop pour le numérique, mais ils sont super importants. Est-ce que vous savez s'il y a des travaux de recherche qui existent sur ce sujet pour pouvoir un petit peu essayer aussi de mesurer cette partie, parce que ça permettrait de donner une visibilité médiatique beaucoup plus importante aux enjeux qui sont liés, s'ils sont arrivés à avoir un petit peu des chiffres par rapport à ça? Ouais, absolument. Du coup, le projet Boavista, ils font un énorme travail là-dessus, où en gros, ils ont une API qui permet d'estimer donc le scope 3 sur différents terminaux physiques. Et ils ont un calculateur en ligne qui permet d'essayer d'améliorer en fait l'estimation. Ça reste des choses, comme on l'a dit, qui sont difficiles à estimer, parce que à moins de connaître tous les types de hardware, à moins d'avoir toutes les références, ce qu'ils essaient de faire constitue une très grosse base de données. On ne peut pas être exhaustif, mais ils font un super travail là-dessus. Je vous invite à aller sur leur site boavista.org pour récupérer des informations complémentaires. Et effectivement, nous, on se limite avec l'outil Code Carbone à ce qu'on est capable de mesurer en direct. Et déjà, c'est pas toujours évident d'avoir des estimations précises. Donc, effectivement, c'est un petit peu une des limites de notre outil. Moi, j'ai une question concernant l'impact de l'efficacité du modèle quand on intègre Code Carbone pour du machine learning ou n'importe quelle application. Du coup, il traque tout le long de l'application. Est-ce que ça a un impact sur les performances ou pas? Non, du coup, Code Carbone est vraiment très léger, puisque comme c'est un scheduler qui déjà, il ne tourne pas en permanence en arrière-plan, du coup, il est réveillé toutes les 10 secondes où ça peut être paramétrable. Mais du coup, ce qu'il va faire, c'est uniquement aller lire un fichier ou interroger l'API du GPU pour qu'il lui réponde la consommation. Donc ça prend vraiment pas du tout beaucoup de cycles CPU de faire ce genre de choses. Donc l'impact est vraiment négligeable. Petite question, est-ce que vous avez pensé à tout ce qui arrive aussi maintenant dans les nouvelles architectures serveurs, notamment tout ce qui est accélérateur, DPU, NPU, TPU,
Est-ce que vous avez prévu de voir pour monitorer tout ça aussi? Parce que ça rentre dans le TDP complet du serveur. Est-ce que... On aimerait bien pour les TPU, ils n'ont pas ouvert leurs données, donc c'est compliqué. Oui, c'est un peu la difficulté. La limite de Code Carbone, c'est que il faut que les données soient disponibles. Et donc c'est un peu. Et ne serait-ce que par exemple, il y a certains serveurs qui rendent accessible la consommation de l'alimentation. Et du coup, ce serait idéal parce que comme ça, on a vraiment la consommation de tout le serveur. Mais après, du coup, chaque constructeur a un peu son API. Et c'est vrai qu'on aimerait bien que ça se développe et qu'il y ait un peu des API un peu universelles et que c'est pareil chez les cloud providers, souvent on n'a pas accès à réellement le CPU réel qui est en dessous, on ne sait pas trop lequel c'est. Et donc ce serait vraiment bien pour avoir des vraies métriques que ça se développe. Non, plus de questions. Merci pour votre attention.